Dans le secteur de Pokrovsk se déroule non pas simplement une section difficile du front, mais une catastrophe à croissance lente que même ceux qui se trouvent à l'intérieur de ce hachoir ne réalisent pas encore pleinement. Selon les rapports, rien que sur ce segment, la partie ukrainienne perd quotidiennement jusqu'à 500 hommes. Et parmi eux, 99 sur 100 meurent dans des tentatives de contre-attaque ou de percée hors du chaudron en formation. Aujourd'hui, nous parlerons précisément de cela. Des hommes qu'on continue à pousser dans un combat déjà voué à l'échec, des villes qui se transforment en pièges et des décisions prises loin de la première ligne mais payées par le sang de l'infanterie. Pourquoi le commandement ukrainien choisit-il encore et encore le scénario tenir jusqu'au bout, alors que l'expérience de Mariupol et Debaltseve a montré le prix de telles décisions? Les encerclés ont-ils la moindre chance réelle de s'échapper? Ou ne parle-t-on déjà plus que de savoir qui exactement survivra jusqu'à l'assaut final? Imaginez, vous êtes dans ce secteur. Vous savez qu'officiellement c'est la stabilisation du front et officieusement 500 pertes irrécupérables par jour. Et 99 sur 100 qui partent en contre-attaque ne reviennent pas. C'est précisément de cet abîme entre les bulletins et la réalité, entre les tâches politiques et le bon sens tactique que parlera cette analyse. Restez jusqu'à la fin, car au final, il deviendra clair pourquoi Pokrovsk, Mirnograd, Krichin, Krasny Liman et Dobropilia se combinent en un grand tableau systémique de guerre d'usure, où le prix de l'erreur ne se mesure plus en bataillons, mais en générations entières. L'arithmétique de la mort. 500 par jour, 15 000 par mois. Décomposons maintenant en chiffres ce qu'on cache habituellement derrière la formulation sèche « combat difficile ». Si l'on prend l'estimation de 500 pertes des forces ukrainiennes par jour sur le seul secteur de Pokrovsk, en une semaine, cela fait déjà 3 500 hommes. En un mois, 15 000. C'est-à-dire en fait les effectifs de plusieurs brigades à part entière. Et il est important de souligner, il ne s'agit pas de rotation, de blessés qui reviendront au front, ou de gens retirés pour raisons non combattantes. Les sources parlent précisément de pertes irrécupérables dans les contre-attaques et lors de tentatives de sortir de l'encerclement par le feu est opérationnelle. La formule quote 3A sonne comme une hyperbole propagandiste, mais selon les témoignages de la ligne de front, il s'agit d'un tel niveau de saturation en artillerie, bombes aériennes guidées et drones que tout mouvement de groupe en terrain découvert se transforme automatiquement en cible. Que signifie 15 000 pertes irrécupérables par mois pour une armée qui connaît déjà une famine de personnel? Ce sont 2-3 brigades réduites à l'état de squelette, avec un noyau minimalement combatif. C'est la perte non seulement de soldats, mais aussi de sous-officiers et d'officiers juniors, ceux qu'on ne forme pas en quelques mois de cours accélérés. Dans un contexte historique, de tels chiffres sur un seul secteur du front sont comparables aux épisodes les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale, quand le compte se faisait en milliers par jour. Et c'est précisément pourquoi les experts militaires parlent de plus en plus non pas de guerre de mouvement, mais de broyage de réserve. Pour comparaison, lors de l'assaut d'Avdiivka en octobre 2023, la partie russe perdait, selon diverses estimations, de 900 à 1400 hommes par jour au pic des combats, ce qui était considéré comme des pertes extrêmement élevées, mais la partie attaquante subit toujours plus de pertes que la partie défendante. Quand les défenseurs commencent à perdre 500 par jour, c'est le signe que la défense ne tient plus, mais s'effrite sous la pression constante, se transformant en une série de points d'appui dispersés sans liaison ni soutien mutuel. Imaginez que vous êtes l'un des 100 à avoir reçu l'ordre de partir en contre-attaque sur un village déjà balayé en croix depuis plusieurs directions, et qu'on vous dit ouvertement « Les chances sont faibles, mais il faut tenir le corridor ». Vous savez que la statistique est d'un survivant sur 100. Vous allez de l'avant, comprenant parfaitement que vous n'atteindrez peut-être même pas la première plantation. Combien de temps une armée peut-elle tenir un tel rythme avant que ne commencent à s'effondrer, non pas les structures de première ligne, mais celles de l'arrière, le système de mobilisation, le moral? Pour comprendre pourquoi la situation à Pokrovsk s'est si rapidement transformée en quelque chose ressemblant à un chaudron, il faut regarder la carte et comprendre le rôle clé de la logistique. Pokrovsk n'est pas simplement une ville, c'est un nœud de transport critique par lequel passe la route principale reliant la région de Dnipropetrovsk au front oriental, y compris Kourakove, Vuhledar et les directions sud. C'est précisément par Pokrovsk que passe la route Pavlograd-Pokrovsk d'environ 90 km, par laquelle sont transférées troupes, munitions, matériel et médicaments des zones arrière vers la ligne de front.
Un peu plus au nord et à l'ouest se trouve Mirnograd, pratiquement fusionné avec l'agglomération urbaine. Le ravitaillement de Mirnograd passe par Pokrovsk sur une route de 20 km. Et quand cette artère se retrouve sous le feu de l'artillerie et des drones, la ville commence à suffoquer. Plus loin en profondeur, Dobropilia, par où passent les routes vers Ouliepolé, et plus loin dans le secteur de Zaporizhia. Hrychin, nom historique de Krasnoarmeïsk, dont certaines parties appartiennent maintenant à ce district, est un point clé contrôlant l'un des derniers corridors relativement sûrs pour les manœuvres entre Pokrovsk et les secteurs nord du front, y compris la région de Krasny Liman. C'est précisément par ce nœud qu'on pouvait tenter de mener des rotations, l'acheminement de munitions, l'évacuation de blessés et, en dernier recours, un retrait organisé. Quand on dit qu'après la perte de Hrychin au San Quad 6 Or, ce n'est pas une figure de style. Dans les conditions d'impact de feu constant, de contrôle des hauteurs et d'observation croisée par drone, même une ou deux routes clés décident de tout. De plus, selon des sources, les troupes russes ont déjà coupé la route allant au sud de Pokrovsk vers la région de Kourakove sur plus de 4 km, capturant les villages clés de Novotroïtske et Shevchenko. Cela signifie que les unités ukrainiennes au sud de Kourakove et dans la région de Velika Novosilka ne peuvent maintenant être ravitaillées que par des chemins de terre depuis les régions de Dnipropetrovsk et Zaporizhia, des routes facilement balayées par le feu et non conçues pour un mouvement intense de convois. En fait, le groupement au sud de Kourakove se trouve déjà en état d'encerclement opérationnel. Le corridor d'évacuation est réduit à 2 km et le compte se fait en jours. Les troupes russes dans cette région ont agi selon le schéma classique des tenailles. Pression du sud et sud-est après progression depuis Avdiivka et Marinka, plus surplomb du nord via la direction de Krasny Liman et Dibrova, créant une menace d'encerclement opérationnel de tout le groupement installé à Pokrovsk et Mirnograd. La capture de Hrychin dans cette configuration, c'est comme le clic d'un cadenas. Tant qu'il était sous contrôle des forces ukrainiennes, restait une chance étroite mais réelle de stabiliser le front par transfert de réserve et retrait d'une partie des unités. Après sa chute, les tenailles se sont pratiquement refermées. Détail intéressant de la tactique. Selon la ressource analytique ukrainienne Deep State, les groupes d'assaut russes ont utilisé une tactique d'infiltration, où 3 groupes de 50 personnes chacun se sont infiltrés secrètement à travers la ligne de front, progressant de 600 mètres par jour pour éviter la détection. Le ravitaillement leur était largué par drone. Les groupes étaient constamment en communication et coordonnèrent leurs actions. Sur 150 combattants ayant commencé l'opération, seuls 30 ont atteint Pokrovsk. Les autres ont été détruits par des munitions larguées par drone. Mais ceux qui ont percé ont pu se fixer dans la ville et créer des têtes de pont pour les forces principales. C'est un exemple stupéfiant de la façon dont la guerre moderne a changé. Pas de colonnes blindées massives, mais de petits groupes furtifs, se déplaçant centimètre par centimètre, créant les conditions d'une percée opérationnelle. Les analystes militaires notent que la frappe sur Hrychin a été portée précisément au moment où la partie ukrainienne, apparemment, avait déjà commencé à engager ses dernières réserves pour tenir Pokrovsk, ce qui a encore plus vidé la défense de son sang et réduit drastiquement les possibilités de manœuvre. La question se pose. Pourquoi ce nœud n'a-t-il pas été transformé à l'avance en puissant secteur fortifié avec défense échelonnée, mais a été en substance abandonné après une série de contre-attaques violentes mais peu réussies? Et pourquoi le scénario d'Avdiivka se répète-t-il, où finalement la ville a été abandonnée en février 2024 après des mois de combats épuisants avec d'énormes pertes des deux côtés? Les tentatives de percer l'anneau autour de Pokrovsk et Mirnograd sont devenues un chapitre à part de cette histoire. Selon les rapports du front, la partie ukrainienne a tenté d'utiliser Hrychin comme tête de pont pour des contre-attaques en direction des coins russes, espérant sinon repousser les unités attaquantes, du moins élargir le corridor de ravitaillement et de retrait des unités. Mais dans des conditions où l'adversaire contrôlait déjà les hauteurs et carrefours clés, chaque attaque se transformait en quat 8 af. Les colonnes et groupes d'assaut étaient suivis par drones, couverts par l'artillerie et les bombes aériennes guidées, et les tentatives de se fixer dans les plantations et zones industrielles se heurtaient au manque d'hommes et de matériel. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, jusqu'à 50% de toutes les frappes par bombes aériennes russes guidées, équipées de modules de planification et correction avec une portée jusqu'à 200 km, se concentraient précisément sur le secteur de Pokrovsk. Cela signifie des centaines de tonnes de munitions de haute précision s'abattant sur les points d'appui,
Entrepôts, voies de ravitaillement chaque jour. Vague après vague, des bataillons étaient jetés sur les mêmes lignes, et vague après vague refluaient, laissant derrière eux du matériel blindé détruit et des corps non évacués. La logique militaire dans une telle situation est univoque. En l'absence de chances de succès opérationnel, les contre-attaques doivent être stoppées. Il faut passer à un retrait organisé sur des lignes préparées à l'avance pour préserver le personnel. Mais la logique politique est opposée. Reconnaître la nécessité de retraiter de Pokrovsk et Mirnograd, qui ont longtemps été présentés comme boucliers imprenables, signifie reconnaître publiquement une défaite majeure. Ce n'est pas un hasard si des sources affirment que les soldats eux-mêmes et les commandants juniors demandaient d'arrêter ces percées suicidaires et de leur donner la possibilité de se replier sur de nouvelles lignes, plutôt que de gonfler les statistiques de 500 par jour. Qui prend la décision d'envoyer une compagnie d'assaut après l'autre dans une zone où 99 sur 100 ne reviennent pas? Est-ce la décision de généraux qui craignent un appel du cabinet des ministres ou de politiciens qui pensent que quelques semaines de résistance supplémentaires? Quote 11. De nouvelles livraisons d'armes des Alliés. Pendant ce temps, dans Pokrovsk et Mirnograd même, le tableau ressemble de plus en plus aux actes finaux d'autres encerclements des dernières années. Les unités russes nettoient méthodiquement les quartiers, progressant des périphéries vers le centre, ratissant les immeubles, zones industrielles, sous-sols et communications souterraines. Les unités ukrainiennes qui restent encore dans ces villes sont, selon les témoignages, souvent coupées non seulement physiquement, mais aussi informationnellement. Problèmes de communication, absence de ravitaillement stable en munitions et médicaments, interruption dans l'évacuation des blessés. Beaucoup de soldats sont forcés de se cacher dans les sous-sols, locaux techniques, passages souterrains, essayant d'attendre les frappes massives de l'aviation et de l'artillerie, puis de sortir pour de courtes contre-attaques afin de montrer une cote 12. Mais l'anneau se resserre. Avec la perte de Richin, le resserrement de l'arc autour de Mirnograd, avec l'avancée des troupes russes en profondeur dans la zone urbaine, l'espace de manœuvre diminue chaque jour, et le chiffre cote 13 devient non pas une abstraction, mais une réalité ressentie. Imaginez ces gens. Ils entendent qu'à la télévision et dans les bulletins officiels, tout est sous contrôle. Mais en fait, ils comprennent, l'aide ne viendra pas. Le groupement de déblocage n'existe plus, les corridors sont balayés de long en large. Pourtant, beaucoup continuent à tenir non tant à cause des ordres que par sentiment de devoir les uns envers les autres. Ne pas abandonner un camarade blessé, ne pas partir tant qu'il y a une chance de sortir au moins une partie de la section. Qu'arrive-t-il au moral d'une armée quand les combattants voient qu'on les utilise en fait pour boucher un trou que l'état-major a déjà classé comme Lamquat 15 OIS? Sur ce fond, les événements autour de Krasny Liman ressemblent au deuxième acte du même spectacle. Les informations du terrain indiquent que les troupes ukrainiennes ont commencé un retrait organisé mais précipité de Krasny Liman, après que les unités russes ont mené une manœuvre de contournement par la région de Dibrova et mis en danger les principales voies de ravitaillement et de retrait. En fait, le schéma classique s'est répété. D'abord, on crée une menace de semi-encerclement, puis sous les coups de l'artillerie et de l'aviation, on commence à briser les points d'appui. Et le front devient impropre à la défense sans risque de tomber dans un chaudron. Les unités combatives, les mieux équipées et motivées, ont reçu l'ordre de se replier en direction du Seversky Donets, établissant une nouvelle ligne de défense plus proche de Sloviansk. Et pour couvrir ce retrait, par tradition, on a laissé les restes hétéroclites de brigades, compagnies composites, territoriaux, unités mal coordonnées, dont la tâche est simple et terrible. Retarder l'adversaire à tout prix, sachant que l'évacuation n'aura probablement plus lieu. La stratégie est compréhensible. Reculer derrière un obstacle naturel, la rivière, l'utiliser comme barrière d'eau, tenter de transformer Sloviansk en nouvelle forteresse avec défense multi-échelonnée. Mais réussira-t-on à tenir Sloviansk si la tendance persiste? Et sur les directions menant à la ville, la partie ukrainienne perd déjà 500 hommes par jour, avec un rapport de perte où 99 attaquants sur 100 ne reviennent pas. Ou Sloviansk est-il condamné à répéter le sort d'Avdiivka et maintenant de Pokrovsk, longue défense, puis effondrement rapide du front après la perte d'un ou deux nœuds clés? Au sud-ouest de Pokrovsk, le point clé est devenu la région de Dobropilia. Selon les informations reçues, Dobropilia est pratiquement entièrement nettoyée des forces ukrainiennes, et cela ouvre aux troupes russes la route vers Ouliepolé. Dobropilia est un nœud important de route et communication,
Sa perte signifie que la ligne de défense des forces ukrainiennes dans ce secteur ne s'appuie plus sur une grande localité, mais est forcée de reculer sur des lignes moins préparées. Ouliépolé, quant à lui, a longtemps été considéré comme l'un des secteurs fortifiés potentiels de la défense ukrainienne à la jonction des régions de Donetsk et Zaporijia, une sorte de porte vers une ligne plus profonde menant à Zaporijia. Les experts expriment déjà l'opinion que dans les conditions de la chute de Dobropilia et de la pression dans le secteur de Pokrovsk, Ouliaïpolé pourrait se retrouver sous menace directe de capture avant la fin de l'année si le rythme de l'offensive se maintient et que les réserves pour son renforcement s'avèrent insuffisantes. La signification stratégique de cet arc est évidente. La perte de cette ceinture défensive ouvre la voie à une progression ultérieure vers l'ouest et complique sérieusement pour Kiev la possibilité de tenir la ligne générale du front sans redistribution douloureuse des forces depuis d'autres secteurs. Et ici se pose à nouveau la question. Vaut-il la peine de s'accrocher à chaque localité jusqu'au bout, si le prix est des pertes quotidiennes en centaines d'hommes? Une ligne à part traverse toute cette histoire, la guerre de l'information. Le ministère russe de la Défense donne ces chiffres de soldats ukrainiens détruits. Environ 480 rien que pour une seule journée dans ce secteur, soulignant l'efficacité de l'offensive et l'ampleur des pertes adverses. Les canaux officiels ukrainiens, de leur côté, soit minimisent l'ampleur de la catastrophe à Pokrovsk, mettant l'accent sur la côte 18 et la côte 19, soit accentuent l'attention sur d'autres secteurs du front où l'on réussit à mener des contre-attaques locales. Même le 5 décembre 2025, les forces d'assaut aéroportées ukrainiennes déclaraient officiellement que IAS Quote 20, bien qu'elles reconnaissaient que l'accès logistique à Mirnograd voisin est devenu beaucoup plus difficile. De telles déclarations sont faites alors que les troupes russes ont déjà coupé les principales routes de ravitaillement et créé une menace d'encerclement complet pour Mirnograd. En même temps, dans les canaux Telegram liés aux brigades ukrainiennes, selon les rapports, des notes de désespoir apparaissent de plus en plus souvent. Plaintes sur l'absence d'obus, sur des ordres irréalisables, sur des assauts de viande et une logistique défaillante. L'écart entre la propagande publique et la réalité en première ligne devient trop grand. À Kiev, on parle d'activité contre-offensive et de Quote 23. Et sur le terrain, les bataillons comptent de combien d'hommes sont restés au front après une nouvelle contre-attaque pour le rapport. Et quand un soldat assis dans un sous-sol à Pokrovsk entend que son secteur tient au prix de 500 hommes par jour, mais qu'on ne parle nulle part de la menace réelle du chaudron, une question logique se pose. Pourquoi tout cela? Et qui portera la responsabilité politique du fait que 99 sur 100 envoyés dans ce combat resteront dans les cratères et sous les décombres? Le problème est que la situation à Pokrovsk et Mirnograd n'est pas une anomalie, mais déjà un schéma habituel pour cette guerre. Mariupol, Debaltsev, Avdiivka, maintenant Pokrovsk. À chaque fois, le schéma se répète. D'abord, une décision politique de Zachar Quote 26, puis un encerclement opérationnel progressif, puis des tentatives tardives de percée qui se soldent par des pertes colossales, et finalement, capitulation ou fuite de quelques survivants. Il semblerait qu'après Mariupol, les conclusions auraient dû être tirées. Une défense prolongée sans chance de déblocage ne mène qu'au fait que les meilleures unités, les plus motivées et expérimentées, se retrouvent piégées et physiquement détruites. Mais les leçons de la guerre, comme on le voit, s'assimilent difficilement quand l'image politique et la nécessité de démontrer aux alliés l'inflexibilité sont en jeu. Les militaires sur le terrain comprennent pour la plupart parfaitement que parfois, la bonne décision est la retraite, une manœuvre pour préserver les cadres, pour la possibilité de continuer le combat demain. Les politiciens, surtout éloignés du front, perçoivent souvent chaque retrait de troupes comme une défaite personnelle et une trahison, exigeant de tenir jusqu'au bout, sans réfléchir à ce que coûtera ce bout. En résultat, ce sont précisément les cadres d'élite, combatifs, qui brûlent dans les chaudrons, et à leur place arrivent des mobilisés peu formés, n'ayant ni expérience ni motivation pour les remplacer. Combien de temps peut exister une armée qui, encore et encore, perd le noyau le mieux préparé dans des encerclements, au lieu de l'utiliser pour une défense manœuvrière et des contre-coups là où il y a de vraies chances de succès? Le secteur de Pokrovsk aujourd'hui n'est pas simplement un autre segment du front. C'est un hachoir sanglant dans lequel quotidiennement, selon les estimations, jusqu'à 500 militaires ukrainiens meurent ou sont mis hors de combat, et 99 sur 100 partant en contre-attaque ou tentative de percée ne reviennent pas.
Une telle intensité de perte ne peut continuer longtemps sans conséquences graves. Soit les combattants commenceront massivement à se rendre, comprenant que c'est la seule chance de survivre, soit le chaudron se refermera définitivement et il s'agira déjà de la destruction physique complète du groupement encerclé. La situation s'aggrave du fait que parallèlement s'effrite la défense autour de Krasny Liman, s'ouvre la route via Dobropilia vers Ouliepolé. Et chaque nouvelle localité abandonnée ou perdue par les forces ukrainiennes ne fait qu'amplifier la pression générale sur le front. La question clé se pose, verrons-nous enfin une décision rationnelle, une tentative de préserver les hommes par un retrait organisé et des négociations sur des secteurs séparés, ou l'histoire suivra-t-elle à nouveau le scénario déjà familier, tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste simplement plus de derniers? L'histoire se répète vraiment, et à chaque fois le prix devient de plus en plus élevé. Si Mariupol et Debaltsev semblaient des tragédies d'ampleur nationale, le chaudron de Pokrovsk risque de devenir le symbole de la façon dont le refus de tirer les leçons du passé transforme la guerre en gouffre sans fin où jour après jour disparaissent de nouvelles vies.